Le silence s'abattit sur Ouagadougou, étouffant même le vent qui portait jadis les échos des avions. Pendant 3 jours, aucun moteur ne gronda, aucune lumière ne fendit la nuit. Un pays entier retenait son souffle, guettant un signe dans une aube rougeâtre. Puis, Ibrahim Traoré apparut à la télévision, uniforme couvert de sable du Sahel, et lança une phrase simple. Yal. Si le monde ne nous donne pas d'aile, nous construirons notre propre ciel. Mais que se passe-t-il quand un peuple sans aile décide pourtant d'apprendre à voler? Ce que le monde avait pris pour un geste de défi n'était en réalité qu'un commencement. En annonçant la fermeture de l'espace aérien, Ibrahim Traoré voulait prouver qu'un pays pouvait se relever sans demander la permission. Derrière cette décision se cachait une promesse: transformer la dépendance en dignité. Pour les Burkinabés, le pari semblait insensé. Mais chaque pari insensé, quand il est porté par la foi, devient une démonstration de force. Le capitaine savait que l'isolement imposé par l'extérieur pouvait devenir un laboratoire intérieur. Tester la solidarité, réveiller la confiance et surtout apprendre à rêver collectif. Le véritable enjeu n'était pas seulement un aéroport, c'était la capacité d'un peuple à redessiner ses propres frontières mentales. Car là où les puissances voient des limites, Traoré voyait des départs. Et si le ciel devenait territoire africain conquis par la volonté, que resterait-il à ceux qui pensaient l'Afrique immobile? 3 jours après ce silence calculé, la raison éclata enfin à la lumière du jour. Ibrahim Traoré annonça la construction du plus grand aéroport d'Afrique. 40 km² de pistes, de terminaux et de champs solaires sans un seul prêt étranger. En quelques heures, la nouvelle fit le tour du monde. Un pays enclavé, frappé par les sanctions, prétendait bâtir ce que même les puissances financées peinaient à achever. Pourtant, à Ouagadougou, personne ne riait. Dans la poussière du Sahel, on voyait les premiers camions avancer, chargés d'acier et de ciment. Les agriculteurs quittaient leurs champs, les mécaniciens se fermaient leurs garages, les étudiants posaient leurs cahiers. Tous voulaient participer. Ce qui prenait forme n'était pas un projet d'ingénierie, mais une communion. Les médias occidentaux parlaient d'illusion, les Burkinabés parlaient de foi. Les églises reprenaient la phrase du président: si le monde ne nous donne pas d'aile, nous construirons notre propre ciel. Sous les tentes de fortune, les femmes cuisinaient pour les travailleurs. Les soldats posaient leurs armes pour souder des poutres. Dans cette union, chaque pelletée de sable devenait prière, chaque étincelle de soudure, espérance. Les premiers observateurs furent déconcertés. Sans contrat, sans salaire, le chantier avançait. Mais l'explication tenait en un mot: appartenance. Ibrahim Traoré n'avait pas seulement lancé une œuvre, il avait rallumé une mémoire, celle d'un peuple qui se construit quand tout le reste s'effondre. Au-dessus du désert, les moteurs des bulldozers remplacèrent ceux des avions. Et pour la première fois depuis des décennies, le ciel du Burkina Faso vibrait à nouveau, non pas du bruit des appareils étrangers, mais du travail de ses propres enfants. Parmi les premiers à rejoindre le chantier, un vieil homme déclara à la radio: Je veux voir l'Afrique voler avant de mourir. Cette phrase simple et tremblante enflamma le pays plus sûrement qu'un discours politique. Autour d'Ibrahim Traoré, une cohorte d'anonymes se forma: des étudiants sans expérience, des femmes venues des villages voisins, des soldats qui troquaient leurs fusils pour des pelles. Chacun trouvait dans la poussière brûlante du Sahel une raison de se lever avant l'aube. Traoré, lui, n'observait pas de loin. Il marchait parmi eux, ses bottes couvertes de sable, parlant sans podium ni micro. Il disait que la foi n'était pas une prière seule, mais un acte partagé. Cette proximité changea la perception du pouvoir. Pour la première fois depuis longtemps, les Burkinabés voyaient un dirigeant qui ne commandait pas. Il participait. Les journalistes africains commencèrent à parler d'un projet de dignité. Très vite, les effets se firent sentir.
Les marchés retrouvèrent une agitation nouvelle. Les radios diffusaient des chants nés sur le chantier. Les villages isolés s'envoyaient des volontaires. Dans la chaleur, le travail forgeait un ciment plus solide que le béton, celui d'une foi collective. Car au fond, ce que Traoré bâtissait n'était pas seulement un aéroport, mais une façon d'être debout ensemble. Tout commença par un rugissement discret, le vrombissement des premiers moteurs de chantier. À l'aube, des colonnes de camions avançaient à travers le désert, transportant acier, sable et espérance. Ibrahim Traoré suivait les opérations, non depuis un bureau, mais depuis le sol. Ses bottes laissaient les mêmes empreintes que celles des ouvriers. En moins d'une semaine, le silence du Sahel céda la place à un orchestre de marteaux, de chants et de machines. Ce qui devait être un projet d'État devenait un mouvement populaire. Les jours suivants, les lignes se dessinèrent. L'activation, ce fut l'élan du peuple, chaque geste se transformant en acte fondateur. La montée, ce fut la résistance face au doute, quand les rumeurs d'impossibilité circulaient à Bruxelles ou à Paris. Le retentissement, enfin, ce fut la réponse silencieuse d'un chantier qui ne s'arrêtait jamais. De jour comme de nuit, les lampes solaires éclairaient que les ouvriers. Des femmes portaient les casques, des jeunes soldats soudés, les étincelles traçant dans la nuit des lignes d'étoiles. Puis vint la critique. En Europe, on parlait d'un spectacle politique. À Washington, un rapport confidentiel évoquait une fuite vers nulle part. Mais au Burkina Faso, on riait de ces jugements. Ils ne voient pas qu'on ne construit pas un aéroport, on construit la foi, dit un volontaire. Cette phrase circula partout, peinte sur les camions, gravée sur les casques. Le mot foi remplaçait désormais celui de projet. Le tournant survint quand les premières sanctions tombèrent. Comptes gelés, contrats rompus, carburant bloqué. Le pays aurait pu s'effondrer. Il se réinventa. Les mécaniciens transformèrent les vieux moteurs en bétonnières. Les ingénieurs recyclèrent les carcasses de métal en poutres. Dans un atelier, un jeune homme lança: quand le monde ferme la porte, le désert devient notre école. L'expression fit le tour du continent. À la tombée du soir, Ibrahim Traoré prit une décision qui redéfinit tout: connecter les panneaux solaires de l'aéroport aux villages voisins. Et soudain, là où régnait l'obscurité, des milliers de foyers s'illuminèrent. Les habitants, les yeux levés vers la lumière, comprirent que le chantier n'était plus une métaphore. C'était leur vie qui s'éclairait. Ce soir-là, le Sahel brillait, non pas de richesse, mais de foi partagée. Et l'histoire commençait à changer de nature. D'un défi politique, elle devenait une épopée humaine. Lorsque les premières données furent compilées, même les analystes les plus sceptiques durent admettre l'évidence. Le chantier avançait à un rythme inédit. En moins de 100 jours, plus de 60% des infrastructures prévues étaient sorties du sable. Le béton couvrait déjà 40 kilomètres de pistes et les tours de contrôle se dressaient, visibles à des dizaines de kilomètres. 3 chiffres suffisaient à raconter l'improbable: 60 jours sans retard, 10 000 volontaires enregistrés et un coût de production réduit de moitié par rapport aux standards régionaux. Chaque chiffre, pourtant, cachait une signification plus profonde. 60 jours sans retard. Cela signifiait une organisation née du terrain où la hiérarchie se remplaçait par la solidarité. 10 000 volontaires. Cela traduisait une foi partagée plus puissante qu'une armée. Un coup divisé par deux. Cela révélait que la dépendance n'est pas une fatalité mais un choix que l'on peut inverser. Ibrahim Traoré, lorsqu'il fut interrogé par la presse africaine, répondit simplement: nous n'avons pas réduit les coûts, nous avons remplacé la peur par le courage. Les observateurs étrangers furent contraints de reconnaître la cohérence du modèle. Là où l'on attendait le chaos, naissait une discipline collective. Là où l'on prévoyait la faillite, apparaissait une économie d'entraide. Et là où l'on croyait voir la folie d'un homme, on découvrait la méthode d'un peuple. Les
Les rapports techniques de plusieurs universités africaines soulignèrent l'efficacité du modèle Local First mis en place. 82% des matériaux provenaient du territoire national. Mais la véritable révolution se mesurait dans la lumière. En connectant les panneaux solaires à près de 4000 foyers, le projet avait offert de l'électricité à 22 villages. Les enfants faisaient leurs devoirs sous les lampes, les femmes cuisinaient la nuit, les prières résonnaient sous un éclairage neuf. Cette donnée, invisible pour les experts financiers, pesait pourtant plus lourd que toutes les courbes de croissance. Ibrahim Traoré répétait alors une phrase devenue proverbiale. Nous ne construisons pas pour exister, nous existons parce que nous construisons. Et dans cette inversion simple, tout le paradigme changeait. Ce chantier, jugé impossible, démontrait que la foi, la discipline et la dignité pouvaient produire plus que le crédit ou la dépendance. Les critiques internationales redoublèrent, plus structurées, plus virulentes. D'un côté, les économistes occidentaux dénonçaient une aventure suicidaire. Absence d'investissements étrangers, risque d'épuisement budgétaire, isolement diplomatique. De l'autre, les défenseurs du projet répondaient par des faits. Le Burkina Faso, disaient-ils, n'avait jamais eu autant d'énergie produite localement, jamais autant de main-d'œuvre active, jamais autant de coopération intercommunautaire depuis son indépendance. Entre la peur d'un effondrement et la preuve d'une résilience, la ligne devenait fine. Certains observateurs soulignaient un paradoxe. Les sanctions, censées affaiblir le pays, en avaient fait un catalyseur de créativité. Les ateliers improvisés dans le désert fabriquaient désormais des pièces de rechange à partir de métal recyclé. Les ingénieurs utilisaient des algorithmes libres pour planifier les rotations de camions. Là où l'Occident voyait la misère, Traoré voyait la maîtrise. Les chaînes les chaînes qu'il forge pour nous deviennent nos outils, avait-il dit un soir à la radio nationale. Mais la question demeurait, cette expérience était-elle durable ou seulement héroïque? Les experts africains eux-mêmes étaient divisés. Certains redoutaient l'essoufflement, d'autres y voyaient le modèle d'une souveraineté renouvelée. Pourtant, les chiffres restaient têtus. La production énergétique augmentait, les emplois se multipliaient, la cohésion nationale s'élargissait. Ce n'était plus une ferveur ponctuelle, mais un système organique en train de naître. Ibrahim Traoré, calme, répondit à ses détracteurs sans invective: l'histoire ne juge pas les intentions, elle mesure la persévérance. Cette phrase, simple et presque ascétique, résumait la philosophie du mouvement. Là où les grandes puissances raisonnaient en termes de rendement, lui parlait de sens. Et au fil des jours, le projet cessait d'être perçu comme un acte de défi. Il devenait une démonstration. Qu'un peuple privé d'aide peut encore bâtir, qu'un pays coupé du monde peut, par la foi, se reconnecter à lui-même. Au milieu du tumulte, une vérité éclata. Ce que le Burkina Faso construisait n'était plus un aéroport, mais une idée. Ils ont peur de l'Afrique quand elle marche seule, déclara Ibrahim Traoré d'une voix calme lors d'une allocution improvisée. En 8 mots, il résuma tout. Cette ligne traversa le continent plus vite qu'un discours officiel. Peinte sur les murs des universités, chantée dans les rues de Dakar, priée dans les églises d'Accra. Ce fut le point de bascule. Le projet perdit son statut de chantier pour devenir un symbole. Des journalistes étrangers commencèrent à comprendre. L'enjeu n'était pas économique, mais moral. À mesure que les tours de contrôle s'élevaient, les certitudes de l'Occident vacillaient. On pouvait sanctionner un État, mais pas la foi d'un peuple. Et dans la nuit du Sahel, éclairée par les panneaux solaires connectés aux villages voisins, les habitants répétaient la phrase de leur président comme une prière. Ce n'était plus seulement un slogan, c'était une déclaration d'indépendance spirituelle. L'Afrique venait de redécouvrir son propre ciel.
Les conséquences du projet dépassèrent rapidement le cadre national. Dans les villages, la lumière issue du chantier permit aux enfants d'étudier après le coucher du soleil. Les femmes, libérées des heures d'obscurité, purent étendre leurs activités économiques. Les commerçants prolongèrent leur marché jusque tard dans la nuit. Et dans les écoles, les enseignants commencèrent à parler de énergie de la dignité, une expression née spontanément des conversations locales. En ce qui concerne les nations voisines, l'effet fut immédiat. Le Mali, le Niger et le Tchad envoyèrent des délégations discrètes pour comprendre comment un pays coupé des circuits internationaux pouvait maintenir un chantier d'une telle ampleur. Les rapports officiels mentionnèrent la possibilité de reproduire le modèle de financement communautaire. Une phrase d'un ministre nigérien résuma ce nouvel état d'esprit. Si le Burkina peut voler sans aile, pourquoi pas nous? Pour ce qui est des dirigeants nationaux, cette réussite renforça la légitimité d'Ibrahim Traoré. Loin d'être perçu comme un militaire autoritaire, il devint le symbole d'un leadership enraciné. Dans les sondages internes, plus de 80% des citoyens déclaraient avoir confiance dans la vision du ciel. Ce taux n'était pas une statistique froide, il incarnait la cohésion retrouvée d'un peuple. Quant à la diaspora africaine, le projet devint un miroir. À Paris, Bruxelles ou Montréal, les étudiants burkinabés créèrent des associations intitulées Build Without Borrowing. Dans les universités, on débattait d'économie décolonisée, de souveraineté énergétique, de politique du courage. Ce chantier, filmé par des drones, servait de matière pédagogique aux écoles d'ingénieurs africaines. Enfin, pour la région du Sahel, le changement fut presque spirituel. Les tensions intercommunautaires reculèrent, les coopératives agricoles reprirent vie et les artistes s'emparèrent du symbole du ciel construit. Une chanson populaire, diffusée sur Radio Bamako, répétait La foi a des muscles. Ce refrain devint l'hymne officieux d'une Afrique debout. En quelques mois, le Burkina Faso cessa d'être un simple point sur la carte. Il devint un prisme reflétant la possibilité d'un autre développement, sans dette, sans tutelle, sans peur. Ibrahim Traoré avait prouvé qu'un projet né de la foi pouvait littéralement électriser un continent. À mesure que le chantier approchait de son achèvement, trois scénarios se dessinèrent dans les cercles diplomatiques et économiques. Dans un premier scénario, prévoyait une consolidation interne. Le Burkina Faso finaliserait son aéroport, renforcerait ses infrastructures locales et chercherait des partenariats régionaux. Dans ce cas, le pays deviendrait un pôle d'expérimentation de la souveraineté africaine, inspirant des coopérations sud-sud sans passer par les institutions traditionnelles. Ensuite, dans une vision plus optimiste, aller plus loin. Si la stabilité sociale se maintenait et que la production d'énergie solaire continuait d'alimenter les zones rurales, le Burkina pourrait devenir un centre de formation technique pour le Sahel. Des ingénieurs formés sur le chantier enseigneraient d'ailleurs les principes du construire sans emprunter. Dans cette vision, l'aéroport ne serait pas un aboutissement, mais une académie de l'autonomie. Ibrahim Traoré lui-même évoqua cette possibilité. Ce lieu ne servira pas seulement à décoller, mais à apprendre. Enfin, dans une perspective plus critique reposée sur les représailles extérieures. Si les sanctions s'intensifiaient, le pays risquait l'asphyxie financière et la rupture d'approvisionnement. Certains observateurs parlaient d'un blocus technologique, mais Traoré rétorquait calmement que le pire scénario n'était pas la pénurie, mais la résignation. Ce que l'on perd dans la contrainte, on le regagne dans la créativité, affirma-t-il lors d'un entretien. Entre ces trois trajectoires, la différence tenait à un facteur humain, la continuité de la foi collective. Si elle se maintenait, le chantier deviendrait un précédent irréversible. Si elle s'effritait, le projet redeviendrait une légende. Ainsi,
Dans les 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso se trouvait face à un choix clair, ou rester un miracle isolé, ou devenir la preuve que l'Afrique peut voler sans demander d'autorisation. Au-delà des chiffres et des symboles, ce projet toucha les gens dans leur vie quotidienne. Dans les ruelles d'Ouagadougou, les conversations changeaient. On ne parlait plus de survie, mais de contribution. Des artisans qui n'avaient jamais quitté leur quartier se rendaient sur le chantier pour aider 1 heure juste pour voir le ciel se lever. Les écoles organisaient des visites pédagogiques. Les enfants revenaient chez eux avec des dessins d'avions faits de sable et de lumière. Pour les jeunes Africains, le message était clair. L'autonomie n'est pas une abstraction, c'est un geste répété chaque jour. Pour les anciens, c'était un retour à la dignité, cette idée que la foi et le travail pouvaient redonner un sens au mot nation. Les femmes, surtout, se reconnaissaient dans le projet. Celle qui cuisinait pour les ouvriers disait que nourrir le chantier, c'était nourrir l'espoir. Même au-delà du Burkina Faso, les spectateurs de cette histoire se découvraient à un élan commun. Dans les communautés africaines à l'étranger, on priait, on chantait, on partageait les images du chantier comme on partage une bonne nouvelle. Ibrahim Traoré, souvent silencieux, avait réussi ce que peu de dirigeants accomplissent, transformer une infrastructure en miroir moral. Et quand le soir tombait, que les foyers s'allumaient sous l'énergie du soleil, chacun comprenait que ce ciel n'était plus seulement celui du Burkina Faso. C'était celui de tous ceux qui un jour avaient cru qu'il fallait demander la permission pour rêver. Pour traduire cette expérience en modèle durable, Ibrahim Traoré fit élaborer une feuille de route en 5 étapes, simple mais structurée. D'abord, consolider le réseau solaire autour du chantier pour alimenter 100 villages supplémentaires d'ici la fin de l'année. Ensuite, former une génération d'ingénieurs et de techniciens burkinabés à partir du personnel déjà formé sur place. Puis, créer une Académie du ciel, centre de recherche ouvert aux pays du Sahel souhaitant d'adapter le modèle. Après cela, instaurer un mécanisme de suivi communautaire. Les villages eux-mêmes mesureraient les progrès, non les bailleurs. Enfin, connecter le futur aéroport à un corridor commercial régional piloté par des coopératives africaines. Cette stratégie s'appuyait sur une conviction, que la souveraineté ne s'impose pas, elle se construit par l'action collective. Traoré insistait sur la mesure du progrès non en dollars, mais en foyers éclairés, en repas partagés, en jeunes formés. Nous ne voulons pas prouver notre force mais notre constance, disait-il lors d'un entretien. En 6 mois, les premières étapes furent déjà visibles. Les écoles techniques locales ouvrirent des cursus en énergie solaire, les coopératives minières recyclèrent les matériaux, et les universités d'Afrique de l'Ouest proposaient des stages au Burkina Faso. Le pays devenait un laboratoire à ciel ouvert, un exemple d'économie enracinée dans la foi pratique. Au lever du soleil, Ibrahim Traoré retourna sur la piste principale. La poussière montait sous ses bottes, exactement comme jour. Autour de lui, les ouvriers, les mères, les soldats, tous le regardaient en silence. Le même horizon du Sahel s'étendait, mais cette fois il brillait. Il s'arrêta à l'endroit précis où, des mois plus tôt, un étudiant avait gravé dans le béton humide 3 mots: Nous devenons libres. Ces mots, aujourd'hui, semblaient prophétiques. Ce n'était plus une prière murmurée, mais une vérité incarnée. Traoré posa la main sur le mur, observa le ciel et dit doucement: Ce que nous avons construit ici n'est pas un aéroport, c'est une promesse tenue. Autour de lui, les chants s'élevèrent. Le vent emporta les voix, les mêlant au battement du métal et aux cloches des villages lointains. Tout ce que le monde avait jugé impossible devenait concret, vivant, respirant. Et pour un instant suspendu, le Sahel sembla flotter au-dessus de lui-même, non comme une terre aride, mais comme un symbole d'élévation. Quand Avion s'éleva dans le ciel, un frisson parcourut la foule.
Des milliers de Burkinabés regardaient vers le haut, certains en pleurant, d'autres en riant. Ce n'était pas seulement un vol d'essai, c'était la preuve qu'un rêve collectif pouvait devenir un repère. Ibrahim Traoré ne célébra pas. Il observa simplement, les bras croisés, comme s'il confiait le reste du chemin à son peuple. Le monde, cette fois, ne pouvait plus détourner le regard. Chaque battement d'aile portait une leçon. La liberté ne se quémande pas, elle se construit. Et cette construction ne demande ni autorisation ni applaudissement. Alors, à ceux qui entendent cette histoire, une question demeure, simple, directe. Si un peuple sans elle a su bâtir son propre ciel, qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'empêche de commencer le tien?